Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va d'abord aller faire un petit tour sur les marchés, ensuite on parlera un peu de la politique mondiale. Je passerai grossièrement, on va dire, parce que il y a tellement de choses qui se passent en ce moment que ça va être difficile de couvrir vraiment tous les sujets. Ensuite, on ira voir l'état des devises, c'est-à-dire on ira faire un tour sur les marchés du Forex et on ira voir le 25 qui se joue en ce moment sur le marché des cryptos. Alors commençons par le gold. Le gold qui était fortement monté au début d'année commence à montrer des petits signes de faiblesse et commence gentiment à se retourner. L'euphorie commence un peu à tomber. Côté pétrole, on peut voir que le pétrole est quand même toujours aussi cher, aux alentours des 110 dollars. Et on va voir que c'est pas prêt de s'arranger avec des décisions politiques qui s'annoncent. Le bon au trésor américain, le ZN, qui est le bon au trésor américain sur 10 ans, continue sa chute pour atteindre les niveaux de 2019. Le FGBL, lui, qui est le bon au trésor allemand sur 10 ans, continue sa chute pour atteindre des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2015. Du côté du SP500, on a pu voir que la décision de la Fed de remonter les taux a fait monter les marchés. On a eu quand même une journée haussière et le lendemain, ça a été complètement effacé par une avalanche baissière, malheureusement. Et les marchés continuent à baisser, mais on sent quand même que le SP500, le Nasdaq, enfin tous ces indices essaient de résister et baissent quand même moins fortement qu'au début de la baisse. Du côté du VIX, du SP500, on a pu voir quand même un regain de volatilité. Sur les 6 derniers mois, la volatilité a augmenté de 86%. La Chine, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, continue sa stratégie zéro Covid et cela ralentit fortement toutes les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de production. Et voilà, moi, mon sentiment, c'était plus que la Chine s'attaquait à l'Occident de manière économique parce que la stratégie zéro Covid, pour moi, elle tient pas la route, mais bon, ça, c'est qu'un sentiment. Je vous recommande fortement de lire ce livre, qui est vraiment pas mal, La guerre hors limite. Je m'y suis attaqué il y a pas longtemps et c'est un général qui a écrit ça. Et ça décrit vraiment un peu le nouveau genre de guerre économique qui fait beaucoup plus de dégâts pour moi parce que ça détruit quand même les pays de l'intérieur au lieu de renforcer ce sentiment patriotique qu'on peut avoir si on a une attaque de l'extérieur. Donc je vous invite à le lire, c'est sûr que c'est qu'un livre, c'est pas forcément de la vérité, il y a aussi beaucoup de propagande là-dedans parce que c'est un livre chinois écrit par des Chinois, mais si vous voulez un peu passer le temps et que vous êtes curieux, je vous conseille vraiment de le lire. Du côté des États-Unis, maintenant, on a pu voir que l'administration Biden a fait voter une aide à l'Ukraine de 33 milliards de dollars. Alors, 33 milliards de dollars pour envoyer des armes à l'Ukraine, franchement, je pense que ces 33 milliards de dollars, ils pourraient être dépensés un peu mieux quand on voit quand même à Los Angeles, etc., le nombre de clochards, enfin le nombre de familles qu'il y a à la rue. Je pense que l'administration Biden, qui est quand même censée être de gauche, eh bien, aurait pu dépenser ces 33 milliards un peu mieux, au moins pour son peuple, quoi, pour donner à manger à des Américains. Cette aide américaine de plusieurs dizaines de milliards de dollars va envoyer une énorme quantité d'armes en Ukraine, ce qui va prolonger considérablement le temps de la guerre en Ukraine. Ça, on va pas se mentir que les Américains, ils ont quand même des intérêts à faire tourner l'industrie de l'armement, ils ont quand même des intérêts énergétiques, parce que du coup, toutes les énergies que la Russie ne peut plus nous fournir parce qu'il y a des embargos, eh bien c'est les Américains qui comblent. Donc ils ont quand même des intérêts à ce que la guerre en Ukraine continue sur la durée. Et pour ne rien arranger, le New York Times a sorti un article comme quoi l'administration Biden aurait partagé des renseignements avec les Ukrainiens, surtout l'armée ukrainienne, pour faire assassiner plusieurs généraux russes. Et tout récemment, le New York Times a sorti un article qui prouve que les Américains auraient participé au naufrage du navire amiral russe, ce qui va pas arranger les choses entre la diplomatie américaine et la diplomatie russe. Les Américains qui avaient commencé à piocher dans la réserve stratégique de pétrole afin de fournir du pétrole
aux Européens commencent à voir ces réserves se vider dangereusement. L'administration Biden a donc lancé un appel d'offres pour cet automne afin de racheter 60 millions de barils de pétrole. Donc cet automne, il faut s'attendre quand même à une augmentation de la demande sur le marché du pétrole. De plus, le Sénat américain a voté un projet de loi appelé NOPEC, et ce qui ouvre la voie à Biden pour poursuivre l'OPEP. Les ministres les plus influents dans l'OPEP ont mis en garde comme quoi si cette législation était adoptée, une hausse de 300% des prix du pétrole pourrait s'appliquer. Dans le même temps, l'administration Biden vient d'annuler un énorme projet gazier et pétrolier en Alaska. Le propriétaire milliardaire américain de raffineries et de stations-service John Catsimatidis a averti de son côté qu'une pénurie de diesel et un rationnement sur la côte est pourraient être très fort probables. En effet, les stocks de diesel aux États-Unis sont tombés à leur plus bas niveau depuis les années 90. La pénurie de carburant aux États-Unis sont dues à deux gros facteurs qui sont la baisse de capacité de raffinage et l'augmentation d'expédition de carburant vers l'Europe. Et les prix du diesel ont augmenté ces 17 derniers jours, passant de 4,48$ le gallon à 5,55$ le gallon. Les chiffres de l'IPC, l'indice des prix à la consommation, ont augmenté plus que prévu ce jeudi à plus 11% de glissement annuel. Du côté de l'Europe, la Russie continue à couper le gaz aux entreprises qui ne veulent pas payer en roubles, et c'est au tour de la Finlande ce vendredi de se faire couper le gaz. Les entreprises qui commencent petit à petit en Europe à ouvrir des comptes en roubles, et ça divise quand même pas mal l'Europe parce que tout le monde ne joue pas le jeu des sanctions. Sur le Forex, maintenant, on peut voir que l'euro continue à chuter face au dollar. Et ça commence à devenir vraiment problématique parce que, en plus de l'inflation, de la montée des prix que l'on subit tous, eh bien, la dévaluation de l'euro augmente encore un petit peu plus l'inflation parce que, comme on sait, la plupart des matières premières sont payées en dollars. Le yen, lui, après une forte chute face au dollar, arrive à se maintenir quand même à 128,912. Mais l'avenir du yen est quand même incertain quand on pense que c'était quand même une valeur refuge. Eh bien, beaucoup de personnes ont commencé à perdre un peu confiance en cette monnaie. La livre sterling, elle aussi, continue à chuter face au dollar à 1,21. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur les cryptos qui ont pris quand même une belle tarte ces dernières semaines. Moi, je suis quand même assez impressionné de ces marchés qui corrigent très fortement et aussi rapidement. Le Bitcoin qui a fait moins 23% ces 15 derniers jours essaye de résister et a réintégré sa zone des 30 000 $, mais c'est loin d'être gagné. L'Ether, lui, a fait moins 29% ces 2 dernières semaines et se retrouve coté à 2070 $ environ et fait quand même une belle baisse quand on sait qu'il cotait 4600 $ en novembre 2021. La crypto Solana, dont on a tous entendu parler par tous les influenceurs de Twitter, eh bien, se retrouve coté à 51 $ au moment où je vous parle. Quand on sait qu'elle cotait 250 $ en novembre 2021, eh bien, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont laissé quand même pas mal de plumes. Mais c'est pas le pire. Mais l'une des plus grosses baisses qui m'a surpris et qui a sûrement surpris toute la communauté crypto, c'est celle de Luna, qui est passée de 115 $ le 4 avril à 0,00009 centimes le 13 mai. Mais ce qui m'a encore le plus surpris, c'est que le stablecoin UST, le stablecoin de Terra, est passé de 1 $ à 1 centime suite à une attaque. Alors, j'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé, mais pour moi, le stablecoin, c'était quand même relativement sûr et je pense que pour le coup, ça en a calmé beaucoup parce que on a vu vraiment les limites quand même des cryptos, comme quoi les cryptos, une crypto qui est stable et qui est numéro 10 mondial, qui est censé être une crypto sans risque parce que c'est un stable, et bien du jour au lendemain peut s'effondrer et passer de 1 $ à 1 centime. Voilà, c'est assez catastrophique pour ceux qui avaient beaucoup d'économies dans ces cryptos.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker, ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez que j'aborde des sujets en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit en commentaire sur cette vidéo, soit par mail. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus, ciao!